pourquoi on a souhaité mettre en place ce webinaire? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir peut-être que certains ont pu les suivre. On a dans le cadre du catalogue Mon bagage numérique des ateliers, donc un ChatGPT 1 et un ChatGPT 2 avec un niveau débutant avancé. Donc, on voulait créer aussi ce webinaire pour permettre à toutes les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour les ateliers d'avoir ce webinaire comme sensibilisation et bagage de connaissances. Et puis pour ceux qui ont suivi les ateliers il y a un certain temps, ça vous permet de pouvoir avoir un petit rappel des bonnes pratiques et des cas d'usage pour l'IA. Et je pense que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer aux ateliers ou qui ne connaissent pas le dispositif Mon bagage numérique, ça vous permet de pouvoir avoir une première sensibilisation à l'IA générative, comprendre ce que c'est et surtout comment vous pouvez l'utiliser, parce que c'est vraiment ça l'objectif. Donc clairement, avoir, comment dire, l'importance de l'IA générative, c'est que grosso modo, c'est comme un outil, un peu un assistant qui va vous permettre d'optimiser pas mal de choses dans le cadre de votre structure. Donc, ça peut être évidemment tout ce qui va être lié à la relation client. Évidemment, on va voir certains outils, comment par exemple vous pouvez mieux rédiger des emails. Et puis voilà, globalement, ça vous permet aussi de mieux comprendre une technologie qui est arrivée il y a 2 ans, mais de manière assez exponentielle, avec des mises à jour qui ont lieu très régulièrement. Donc voilà, le but, c'est vraiment de se mettre à niveau et puis se démarquer de la concurrence, parce qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui utilisent cet outil. Et donc, il faut aussi rentrer, entre guillemets, dans cette vague pour comprendre son potentiel et faire en sorte que vous l'exploitiez de la même manière que vos concurrents. Voilà, donc vraiment l'outil, l'IA générative, c'est vraiment un outil pour vous assister au quotidien et donc pour vous développer la 10 cas d'usage pour ce faire. Contexte et enjeu sur ce webinaire, il faut, je pense vous l'a peut-être déjà présenté, mais nous, dans le cadre de Mon bagage numérique, on a développé ce qu'on appelle une chaîne de valeur. C'est toutes les actions que vous pouvez faire en lien avec vos clients à différentes étapes de votre parcours avec le client. Vous allez mettre en place des choses pour le faire venir, en mettant par exemple à jour votre site internet. Vous allez mettre en place des choses pour lui faire vivre une bonne expérience sur place. Le plus marquant souvent, c'est tout ce qui peut être fait au niveau du digital dans certains parcours de visite de musées. Tout ce que vous allez mettre en place ensuite pour le faire revenir, des newsletters, des échanges via email. Vous allez aussi mettre en place des choses pour donner envie aux autres de venir, avec par exemple de la fidélisation, du parrainage, mais aussi avec un travail sur vos avis clients. Et puis, de manière générale, vous avez aussi toutes des activités que le client ne voit pas, mais qui vous permettent de vous gérer et piloter votre activité. Et donc, dans ce cadre-là, vous utilisez du digital sur chacun de ces 5 chaînons. Et on va voir que grâce à l'IA, vous pouvez améliorer certaines actions que vous faites, ou en tout cas les faire plus rapidement. Donc là, on a 1 heure ensemble pour découvrir les fondamentaux de l'IA et de l'intelligence artificielle de manière générale, ou faire un rappel pour ceux qui ont déjà pu assister aux ateliers, comprendre comment l'utiliser au mieux, parce qu'il y a une manière de l'utiliser pour qu'elle soit la plus efficace possible pour vous. Connaître les cas d'usage de l'IA. Donc là, il y en a 10 qu'on va vous présenter, mais vous le verrez avec cette présentation des 10, je pense qu'il y a d'autres cas d'usage qui vont vous venir en tête. Et puis, on présentera aussi très rapidement le reste des actions proposées par Mon bagage numérique. Donc, petite introduction d'abord sur ce qu'il faut savoir sur l'IA générative. Alors déjà, il existe plusieurs IA génératives. Celle que vous connaissez le plus souvent, c'est donc ChatGPT, avec ce petit logo-là. Il se peut, en fonction de si vous avez par exemple Teams ou la suite Microsoft dans le cadre de votre entreprise, que vous utilisiez Copilot. Sinon, vous utilisez sûrement peut-être Gemini, qui est donc l'IA générative de Google, ou Perplexity. Voilà. Dans tous les cas, voilà, quelle que soit l'IA que vous utilisez, on n'a pas une bonne ou mauvaise.
la plus connue et dont nous, dans notre cas de langage numérique, celle qu'on a essayé de vulgariser l'usage, c'est vraiment ChatGPT parce que c'est la plus utilisée à date. Point d'attention, donc la plupart des IA sont détenues par Microsoft, c'est juste que vous ayez ça en tête. C'est pour ça des fois il y a des personnes qui me disent grosso modo comment ça se passe pour choisir l'IA que je peux utiliser au quotidien. Il n'y a pas de mauvaise IA dans le sens où dans tous les cas en fait vous allez utiliser une IA qui appartient dans beaucoup de cas à Microsoft, même dans le cadre de Gemini, en fait, Microsoft est aussi un peu dans les discussions. Il y a une partie qui est un petit peu financée par Microsoft. Microsoft AI, peut-être que je vous en ai pas encore parlé, mais du coup, c'est une IA française. Voilà, la seule IA européenne connue à date. Sinon, ce sont tous des IA qui sont américaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, en fait, les IA ne respectent pas votre RGPD. Alors, c'est un grand terme, et comme je vous disais juste avant, de manière générale, les IA, en fait, quel que soit l'outil que vous utilisez, est globalement américain. Donc, ils n'ont pas les mêmes manières de gérer les données. Version américaine et version européenne, donc il y en a qui ne sont pas RGPD friendly, donc qui ne respectent pas le règlement que nous on s'est fixé en Europe. Donc dans ce cadre-là, faites toujours attention aux données que vous mettez que vous donnez à cette IA. J'y reviendrai aussi les quelques pratiques à la fin dans une des astuces. Mais grosso modo, c'est pas pour autant que vous pouvez pas les utiliser. C'est juste qu'il faut faire attention aux infos que vous mettez dedans. Et sachez que quoi qu'il arrive, quand une IA en fait, utilise vos données, c'est toujours de manière anonymisée pour en fait plutôt entraîner son modèle. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez demander à ChatGPT de vous générer une description pour votre prochain post Facebook. S'il voit que vous avez beaucoup itéré avec, vous avez beaucoup répondu pour essayer d'avoir une meilleure version, ben, en fait, il va essayer de comprendre ce qui a manqué dans les réponses de ChatGPT, les réponses qu'on vous a données et qui ont fait qu'en fait, vous avez dû faire plusieurs allers-retours et que vous n'avez pas eu dès le premier ou la deuxième réponse une réponse qui vous convenait. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les IA vont en fait entraîner leur modèle pour être plus performante et vous donner tout de suite la meilleure réponse, celle qui vous va. Donc voilà, en effet, ça ne respecte pas les RGPD, mais c'est toujours de manière anonymisée dans tous les cas. Et puis, je pense que ici, personne n'est ministre. Donc, globalement, on gère des fois de la donnée sensible, mais pas de la donnée ultra confidentielle. Donc, voilà, il y a quelques bonnes pratiques, mais pas de là à s'alarmer. Si vous voulez du coup quand même des bons élèves, sachez que du coup Mistral AI, qui est la seule IA européenne, elle, bah, évidemment, elle respecte la RGPD. Et sinon, vous avez Copilot qui respecte pour le coup aussi la RGPD, donc via Teams. Voilà. ChatGPT dit qu'il l'utilise, enfin qu'il respecte la RGPD. Voilà, ça reste quand même une IA donc financée par Microsoft, mais qui est détenue par l'association OpenAI. Donc voilà, toujours faire attention à ce que vous mettez. Mais moi, en tout cas, dans mon usage, c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, je fais juste attention. Un point à avoir en tête, c'est grosso modo quand on utilise une IA, la manière dont vous lui parlez influence la qualité de sa réponse. Donc, bah, il y a des bonnes pratiques pour lui parler. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va voir là pendant cette heure et demie ensemble. C'est grosso modo quand je suis sur ChatGPT, Copilot, Gemini, j'ai toujours une barre d'écriture dans laquelle je peux écrire ma demande. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment rédiger au mieux bah, cette demande quand on a ce fameux posez-moi une question. Donc, je vais vous donner bah, du coup les bonnes pratiques qui en découlent. Donc, pour ceux qui ont déjà fait l'atelier, ça ne sera que redite, mais je pense que ça sera toujours un bon rappel. Pour parler correctement à une IA, il y a 7 éléments qui peuvent être mis dans un prompt. Donc, la fameuse réponse que vous écrivez, enfin la demande que vous écrivez à une IA pour avoir la meilleure réponse possible.
Ces 7 éléments, c'est pas toujours obligatoire de les avoir, mais dans l'idéal, quand vous avez une demande, une requête un peu complexe, c'est toujours bien d'essayer d'avoir ces 7 éléments juste pour être sûr d'avoir construit sa réponse de manière intelligible pour l'IA. Je disais tout à l'heure que c'était comme un assistant. Dites-vous toujours que quand vous rédigez une demande dans n'importe quel outil d'IA, d'une certaine manière, c'est comme si vous parliez à votre stagiaire, vous le briefez et donc dans ce cadre-là, il faut lui donner un maximum d'informations possibles. Donc voilà, le fait d'avoir ces 7 éléments, en fait, ça vous oblige à cadrer votre réponse et à avoir la réponse la plus efficiente possible. Donc, les 7 éléments pour obtenir une réponse efficace donc, sont le rôle, la tâche, l'objectif, le contexte, l'étape, la contrainte et le format. Et donc là, je vous ai mis un exemple de prompt. Si je souhaite demander à une IA de répondre à un avis négatif. J'ai reçu un avis négatif sur, je sais pas, un sujet d'organisation. Vous avez mal géré l'entrée ou la sortie de quelqu'un check-in, check-out. Vous avez eu un mauvais retour. Il est plus ou moins justifié d'ailleurs. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à y répondre. Donc là, je vais vous montrer comment moi j'ai rédigé ce prompt. Donc pour le rôle, je lui ai dit, tu es un expert en copywriting spécialisé dans le secteur touristique. Donc au moins, il sait dès le départ pourquoi, de quel secteur on se parle. La tâche, c'est que tu vas rédiger une réponse professionnelle et empathique à un avis négatif laissé sur Google à propos de mon gîte. Donc ensuite, l'objectif, c'est d'apporter une réponse concrète et de maintenir une image positive de mon établissement, parce que quand vous rédigez un avis négatif, ben, il y a des clients qui sont susceptibles de le lire. Le contexte, voici l'avis du client, et donc là, vous pouvez copier le texte. Ensuite, vous allez avoir les étapes. Pour rédiger la réponse, tu pourras utiliser les étapes suivantes si nécessaire, remercier le client pour son retour, reconnaître ses préoccupations et proposer une résolution de problème, conclure par une note positive. Et au niveau de la contrainte et du format, peux-tu me faire 2 propositions différentes? Au moins, il va vous faire quelque chose de un peu plus amical, un peu plus professionnel. Vous pourrez faire un mélange des deux après quand vous rédigerez la réponse que vous aimez. Et au niveau de la contrainte, 150 mots maximum, c'est suffisant. Donc vraiment, essayez d'avoir, dans le cas d'une réponse complexe, ces 7 éléments. C'est pas toujours possible, mais voilà, c'est toujours une bonne manière de fonctionner. Sachez que de manière générale, quelle que soit l'IA que vous utilisez, c'est vraiment la manière dont vous allez écrire votre demande, votre prompt, votre requête. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez. Le meilleur moyen d'avoir la meilleure réponse possible, c'est vraiment la manière dont vous rédigez le prompt, plus que l'outil en lui-même. Surtout que de manière générale, nos cas d'usage à nous ne sont pas des usages complexes dans du secteur bancaire, sur des choses très spécifiques, sur des matières mathématiques, scientifiques ou autres. Donc de manière générale, vu qu'on est vraiment sur souvent de la rédaction de texte, quelles que soient les IA, ChatGPT, Gemini, toutes les autres, vous aurez à peu près les mêmes réponses. Un point qui est important pour finir sur ces questions-là, n'hésitez pas à toujours demander quand vous avez une requête qui est un peu complexe, de dire est-ce que tu as toutes les informations que tu souhaites. Du coup, on va dire les bonnes pratiques pour rédiger un prompt. Ce qu'on va faire là ensuite sur ces 10 astuces, c'est grosso modo, je vais vous donner 10 astuces pour utiliser ChatGPT, donc 10 cas d'usage très précis sur lesquels vous pouvez vous baser sur l'IA pour y arriver. Et donc, dans le cadre de ces astuces, à chaque fois, du coup, je vais vous donner un prompt que vous récupérez à la fin de ce webinaire. Donc, vous pourrez ensuite les copier-coller et les modifier à votre guise. Pour chacune des astuces, donc vous avez toujours l'astuce, le numéro de l'astuce, le titre de l'astuce. Vous avez évidemment aussi Vous avez évidemment aussi toujours le chaînon pour que vous l'ayez en tête. Et après, vous aurez 2 slides. Vous aurez une slide, une diapositive donc avec l'encadré en turquoise, avec du coup les cas d'usage déclinés à la fois pour un hébergement, une attraction et un organisme touristique. Et puis les notions à retenir. Pas forcément des notions liées à l'IA, mais c'est voilà, pour que je vous fasse des piqûres de rappel sur certaines
choses, bonnes pratiques dans le cadre de votre pratique et de votre activité. Et puis évidemment, vous aurez à la suite de la diapositive le prompt à utiliser et à modifier comme bon vous semble. Première astuce qui est rédiger un email d'accueil ou un remerciement en fonction des typologies de clients. Donc par exemple, moi je suis un hébergement, par exemple je vais m'aider de ChatGPT pour écrire un email de confirmation de réservation avec toutes les infos pour une entrée autonome. Je suis une attraction, je vais faire par exemple un email de confirmation pour la réservation avec les infos de stationnement ou les horaires d'ouverture. Et je suis un organisme touristique. J'ai quelqu'un qui est venu en office du tourisme et à qui j'ai donné certaines infos touristiques. J'ai pris son email pour pouvoir l'ajouter à la newsletter avec son accord, bien sûr. Et ben quelques jours après, je peux lui envoyer plutôt un mail de remerciement pour lui dire merci d'avoir visité notre office, d'avoir visité notre région. Je vous laisse remplir par exemple ce formulaire de satisfaction et nous dire ce que vous avez visité dans le cadre de votre passage dans notre territoire. Donc dans chaque cas, vous pouvez donc vous aider de l'IA pour rédiger ces emails. Avant de passer du coup au prompt, je vous donne la petite notion à retenir avec les éléments clés d'un email. Que vous vous aidiez de ChatGPT ou pas, il y a quand même des bonnes pratiques à avoir. Évidemment, avoir des phrases courtes et claires, si possible, une idée par phrase. Si vous avez une FAQ, donc une foire à questions, n'hésitez pas à toujours mettre ce lien vers votre FAQ dans votre mail, surtout pour un mail d'accueil. Ça permet à chacun de pouvoir on va dire la reparcourir si vous avez, si un touriste a la moindre question. C'est toujours utile et en plus ça vous évite des allers-retours, ça permet aux clients d'avoir des réponses autonomes. Bien sûr, avoir des coordonnées à jour, bien vérifier que les liens sont cliquables. C'est un peu, on va dire, quelque chose à laquelle il faut faire très attention. De manière générale, vous êtes beaucoup à avoir déjà un lien, un email d'accueil ou un email de remerciement dans le cadre de vos activités. Des fois, vous l'avez dans un Word que vous copiez-collez à chaque fois. Vérifiez bien qu'à chaque fois, les liens du coup cliquables se copient-collent bien également dans le mail. Voilà, parce que ça serait bête de mettre des liens cliquables vers sa newsletter ou autre et que ça ne soit pas possible. Évidemment, proposer de s'abonner à vos réseaux sociaux ou à votre newsletter, toujours après que la personne soit venue. En général, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus encline à s'abonner donc à vos réseaux sociaux ou à votre newsletter. Et toujours inciter à laisser un avis client, donc également dans l'email de remerciement. À savoir que de manière générale, les avis clients seront toujours en majorité laissés dans le gîte. Donc, si vous avez plutôt une plaquette avec un QR code dans votre établissement, vous avez plus de chances d'avoir des avis quand la personne est encore sur place que quand vous lui envoyez un email par la suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment les éléments clés à avoir dans un email. Et du coup, ChatGPT, par défaut, il a toujours en tête ces éléments-là. Donc, il est censé vous rédiger correctement un email. Donc, je vais vous montrer maintenant les prompts. Donc là, dans le cadre de l'astuce 1 pour le prompt email de confirmation avec info pour les entrées autonomes, si vous souhaitez que ChatGPT ou une autre IA Gemini Copilot vous écrive ou vous pré-rédige un email, vous avez du coup ce prompt qui est ici. Je vous le montre autrement. Donc, point d'information, donc vous avez toujours la possibilité du coup d'adapter le prompt. En fait, vous le voyez ici, j'ai mis entre crochets des informations qui sont vos informations à vous et que vous devez remplir, re-rédiger pour que la réponse soit la plus personnalisée possible. Évidemment, là, quand vous utiliserez les prompts par la suite, n'hésitez pas à bien les lire en profondeur et surtout les remodifier pour que ça corresponde le plus possible à votre réalité d'activité. Et ajouter du coup aussi toutes les informations utiles qui
peuvent manquer ou que ChatGPT ne pourra pas trouver par lui-même. Tout ce qui va être code, consignes, horaires qui sont pas forcément à jour ou juste un email que vous allez personnaliser parce que dans le cadre d'une réservation, vous êtes sur un client qui va venir plutôt en fin de journée ou en début de journée, et du coup, on n'est pas sur une entrée autonome classique. Donc, rédigez toujours, retravaillez toujours les prompts qu'on vous donne. Et du coup, comme je vous disais, pensez toujours à vous poser la question, si j'avais dû déléguer cette tâche à quelqu'un, qu'est-ce que je lui aurais dit? Donc, essayez de mettre un maximum d'informations, d'où le fait d'ajouter les informations utiles. Je vais juste vous lire ce prompt-là, je ne le ferai pas pour tous, surtout que du coup, vu qu'on a 10 astuces déclinées à chaque fois sur les 3 typologies de structures dans le tourisme, il y en a 30 en tout, mais du coup, je vais vous lire le premier. Donc toujours, on commence par un rôle. Tu es un spécialiste en rédaction d'emails FALC, donc facile à lire et à comprendre pour le secteur touristique. Ta tâche est de rédiger un email de confirmation de réservation, ça c'est vraiment la tâche. L'objectif est d'informer le client sur les modalités d'entrée autonome dans le nom du gîte et le lien du site. Le contexte, les entrées de l'établissement se font de manière autonome. Il faut un email générique qui donne toutes les informations utiles pour une entrée sereine. Les étapes, rappelez les informations de réservation. Donc, vous avez bien réservé tel jour à telle heure pour X nombre de personnes. Expliquer l'accès autonome. Proposer un contact en cas de besoin. Et contrainte, utiliser un ton rassurant. Éviter les termes techniques. Ne pas dépasser 200 mots. Et sur le format attendu, donc un texte d'email brut, donc objet plus corps de l'email. Ce que va vous aider du coup ChatGPT, c'est vraiment de construire votre email, de le rédiger et de bien le structurer. Vous, évidemment, même si vous mettez un certain nombre d'informations dans ce prompt, vous allez évidemment devoir le repersonnaliser ensuite, surtout sur les parties d'accès d'infos autonomes. Vous pouvez mettre par exemple le code d'accès à l'établissement général, mais ne mettez jamais le code d'entrée ou des informations ultra confidentielles qui permettent vraiment d'entrer chez vous. Donc, faites attention à ce que vous mettez et de manière générale, vous allez toujours réécrire un tout petit peu l'email, même si la base de ChatGPT vous permettra d'avoir fait logiquement 95% du travail. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré le prompt hébergement, donc qui est celui-ci. Vous aurez à chaque fois aussi un prompt si vous êtes une attraction. Donc là, dans le cas d'une confirmation de réservation avec des infos pratiques sur le parking et les horaires. Et si vous êtes un organisme touristique, même chose. Vous avez du coup ici un email de remerciement quelques jours après le passage en office du tourisme, par exemple. Voilà, après, c'est vous qui l'utiliserez en fonction de votre réalité. L'astuce 2, c'est de répondre à un avis client. Donc, de manière générale, quand vous avez plein d'endroits sur lesquels les clients peuvent laisser des avis clients, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Airbnb, Booking, TripAdvisor, ça peut être aussi Eloa. Vous avez aussi évidemment le plus connu qui est Google My Business et qui est l'endroit où vous devez avoir le plus d'avis clients. Vraiment, c'est le plus important pour vous car ça permet à Google de voir à quel point vous êtes un hébergement reconnu. Une notion à avoir sur les 3 temps d'utilisation, on va dire, d'un avis client. Vous avez toujours une première captation. En premier, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir cet avis, d'en avoir le plus possible, soit via un QR code dans l'établissement, soit via l'email de remerciement, comme on en a parlé en astuce 1. La deuxième, c'est d'avoir une réponse. C'est ce qu'on va voir après avec les prompts que je vous propose. À la fois de répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs, négatifs, même ceux où il n'y a que des étoiles. Des fois, j'ai déjà eu en atelier quelqu'un qui me disait bon, là, j'ai eu 4 étoiles, mais voilà, j'ai pas plus d'infos. Répondez quand même toujours, c'est hyper important. Sous 48 heures dans l'idéal et avec un élément différenciant. Grosso modo, quand vous répondez à un avis client sous les 48 heures, ça permet à Google de voir que vous êtes réactif, que vous répondez à tout le monde, quel que soit l'avis. C'est comme si il avait un indicateur de taux de réponse aux avis, donc pareil, important d'y répondre. Et ajouter un élément différenciant, toujours parce que, comme on le voyait tout à l'heure, de manière générale,
maintenant, de plus en plus de personnes lisent aussi les avis clients avant de réserver. Et donc, le fait de voir ou d'avoir une information complémentaire sur un, voilà, sur votre structure en lisant un avis client, c'est toujours quelque chose de positif. L'exemple que je donne toujours, c'est par exemple, vous avez un bas nordique, la personne est venue en été ou en hiver et elle l'a pas testé pendant cette période-là. Ben, si la personne vous laisse un avis, en réponse, vous lui disiez, ben, cette fois-ci, vous n'avez pas pu tester le vin nordique. J'espère vous revoir bientôt pour justement pouvoir vous donner l'opportunité de le tester et j'espère avoir votre avis. Donc vraiment de pouvoir remettre un élément différenciant, par exemple sur ce bain nordique. Le potentiel client, il n'aura même pas encore visité votre site, qui sait déjà que vous avez cette valeur ajoutée d'avoir un bain nordique. Voilà. Et le troisième temps, c'est la valorisation. Donc, n'hésitez pas à poster vraiment les avis les plus importants sur vos réseaux et votre site internet. Mais spécifiquement, ceux qui racontent une histoire, ça ne sert à rien de mettre un avis qui dit juste merci beaucoup, super séjour. Vraiment un avis de 4-5 lignes qui permet à quelqu'un d'imaginer votre type de clientèle. Par exemple, un avis assez détaillé sur une réservation dans le cadre d'une famille avec des enfants et qui explique aussi, dans le meilleur des cas, des choses à faire autour de chez vous. Par exemple, si en plus de parler de l'hébergement ou de votre attraction, bah, il parle aussi du fait qu'il a pu faire une super balade à 5 minutes à pied de l'établissement. Voilà. Donc ça, c'est sur cette partie-là pour la partie avis client. Je ne vais pas vous remontrer pour toutes les astuces, les prompts. Il y en a où je m'arrêterai. Là, je ne vais pas m'arrêter. Les prompts sont plutôt parlent d'eux-mêmes et ils seront à modifier en fonction de vos besoins. L'astuce numéro 3, c'est écrire des publications sur les réseaux sociaux ou un article de blog. Ça, pour ceux qui ont suivi l'atelier, ça fait partie justement des éléments sur lesquels on travaille. Donc, par exemple, si vous êtes un hébergement, d'avoir un poste qui incite à réserver pour les vacances d'été. Si vous êtes une attraction, avoir un poste pour parler de votre événement annuel. L'organisme touristique, ça serait un article de blog pour parler du nouveau parcours de randonnée à vélo qui vient d'être créé, par exemple, ou / balisé. Donc ça, pareil, sur ces prompts-là, je vous invite vraiment à donner aussi un maximum d'informations, à pas hésiter à mettre même des liens qui proviennent de pages web explicatives de tel ou tel parcours de rando ou autre, ou à même d'y insérer si vous avez un document Word, un PDF qui justement explique déjà, par exemple, ce parcours de randonnée, bah, n'hésitez pas à l'ajouter à votre prompt et à dire pour info, je t'ai mis aussi une note explicative du parcours, tu peux t'en inspirer. À savoir que donc dans le cadre de mon bagage numérique, nous, on préconise donc évidemment d'écrire des bons textes pour vos publications, mais aussi évidemment travailler la création de votre contenu. Maintenant, des fois, ce que vous mettez dans votre légende de post, il est vu, mais ce qui sera le plus vu, c'est presque les informations ou les petits mots ou phrases que vous allez pouvoir mettre peut-être dans une vidéo qui présente votre gîte ou une activité près de chez vous. Donc, on a, sachez-le, dans notre catalogue, un atelier de prise en main de l'outil Canva, qui est un outil qui vous permet du coup de mieux faire de la création de contenu. On a encore 2 dates en fin novembre et en décembre. L'astuce 4, c'est optimiser une fiche produit ou une page web. Ça, on l'oublie souvent, mais sachez que vous pouvez même demander à n'importe quelle IA générative faire un audit de votre site. Vous lui mettez le lien de votre site et il peut déjà vous dire ce qu'il y a à faire, ce que vous pouvez faire, ce qui est déjà bien, ce que vous pouvez améliorer. Il peut aussi le faire vraiment spécifiquement pour une fiche produit ou une page web qui est déjà existante, ou le faire vraiment, on va dire, depuis la page blanche avec juste quelques informations que vous allez lui donner. Donc, vous lui dites, bah voilà, j'ai rénové enfin la dernière chambre de mon gîte, ou bah, j'ai une nouvelle activité dans le cadre de mon attraction, un nouveau parcours pour des familles dans le cadre d'un organisme touristique. Vous
prenez du coup les prompts que je vous ai rédigés et voilà, vous mettez un certain nombre d'informations dedans et en fait, il va vous rédiger et vous-même vous aider à placer les endroits où vous devez mettre les boutons, ce genre de choses. Donc vraiment, il est très efficace dans au moins la rédaction d'une première version d'une création de page. Sachez que, donc là tout à l'heure je vous parlais du fait que même n'importe quelle IA, si vous lui donnez le lien de votre site, peut déjà vous faire un premier, si je puis dire, audit de votre site. Sachez que dans le catalogue Bon Bagage Numérique, on a un atelier pour vous aider à mieux référencer votre site sur les moteurs de recherche. Donc, c'est pareil également 10 astuces de base pour améliorer votre référencement organiste. Ou dans le cadre de l'atelier, on vous aide à mettre en pratique, on vous montre les endroits où vous devez faire les modifs. Au moins, vous pouvez ensuite les faire chez vous ou si on a le temps dans le cadre de l'atelier, on peut aussi les faire pendant l'atelier. Donc voilà, sachez que grâce à cet atelier, vous pouvez, en plus des recommandations que vous ont données les IA, ensuite vraiment les mettre en pratique et le faire en même temps avec quelqu'un qui est en animation sur cet atelier. La cinquième astuce, c'est créer une fiche d'information. Donc, par exemple, je suis en hébergement, je veux créer une fiche sur quoi faire autour de chez nous. Je suis une attraction, je veux créer une fiche sur le parcours de visite selon le public, une famille, un groupe d'adultes, des enfants, des personnes avec des déficiences, par exemple, intellectuelles. Et les organismes touristiques, par exemple, je veux créer un parcours de visite selon la saison. Voilà, je veux créer un parcours pour une famille qui vient en hiver à Dinan. Qu'est-ce que je lui propose? Ça, ChatGPT, du coup, ou n'importe quelle autre IA peut vous aider à le faire. Je vous montrerai après les prompts. Juste petit point du coup catalogue. Sachez que jeudi, si, et le 27 novembre, on a un webinaire qui est dédié uniquement à l'accessibilité numérique. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour rendre votre site plus accessible pour les personnes qui ont des déficiences visuelles, moteurs, qui ont du daltonisme ou autre. Plein de petites pratiques qui peuvent voilà, vous aider à encore mieux rédiger une fiche d'information ou mieux adapter votre site pour que ces fiches soient accessibles à tous. Tout à l'heure, lors d'une des premières astuces, je vous parlais de Falk, donc facile à lire et à comprendre. Sachez que Falk, c'est vraiment une manière, on va dire, normée, créée et validée par l'Union européenne pour rédiger des textes qui soient faciles à lire et à comprendre. Si on revient sur créer une fiche de parcours de visite selon le public, sachez que en utilisant ChatGPT et le GPT Falk, vous pouvez donner un texte à ChatGPT et lui dire est-ce que tu peux me le rédiger donc selon les règles Falk et ainsi vous permettre de pouvoir rédiger un texte pour justement des personnes qui ont des déficiences moteurs. Évidemment, quand vous avez déjà pu aller dans des musées où des fois vous avez des explications qui sont très haut niveau et qui demandent des fois même un certain bagage minimum culturel pour comprendre certaines informations que vous lisez dans un musée. Évidemment, quelqu'un qui a des déficiences intellectuelles ne va vraiment pas comprendre ce type de texte. Ça, Falk vous permet du coup de vous adapter à ces personnes-là ou même de vous adapter à un public du coup d'enfants. Ça peut être aussi une bonne manière de donner même des fiches pédagogiques aux parents qui souhaitent visiter des attractions et qui ont besoin d'une explication facile pédagogique pour leurs enfants, sans forcément, on n'est pas tous pédagogues sur des sujets de tourisme et de culture, donc pouvoir donner ce type de fiches d'information là, ça peut être vraiment intéressant. Je vous montre du coup les prompts parce que pour le coup, ils sont quand même intéressants dans ce cadre-là. Là, j'ai un prompt pour créer une fiche donc, de parcours de visite selon le public. Tu es un responsable médiation pour une attraction touristique. Ta tâche est de concevoir une fiche de parcours adaptée à un type de public cible. L'objectif est de permettre aux visiteurs, donc là, c'est à vous de préciser le type de touriste souhaité, de profiter pleinement de la visite.
Le contexte, donc l'attraction comporte plusieurs zones ou étapes et chaque public a des attentes spécifiques en matière de rythme, contenu et durée. Les étapes, donc choisis un type de public, donc ça sera à vous de le préciser. Ensuite, définir un parcours en 4 ou 6 étapes. Donc là, c'est à vous aussi si vous avez différentes étapes dans votre attraction, de préciser les différentes étapes. Ajouter des conseils pratiques, donc durée idéale, point de repos, niveau de difficulté. Donc pareil, si vous avez une fiche informatique avec toutes ces informations-là, vous pouvez juste donner les informations à ChatGPT et lui, il va faire, on va dire, sa structuration d'informations. Et au niveau des contraintes, donc forcément un ton accessible, une structuration claire par étape, pas de surcharge d'infos et un format attendu, bah, évidemment une fiche de parcours prête à être diffusée avec titre, introduction, étape, encadré pratique sous format Word. Voilà, donc quelque chose qui peut vraiment après juste être, on va dire, relu, réajusté en fonction des informations qu'il aurait loupées, mais qui vous donne déjà un bon travail de fait. Et astuce 6, maintenant, créer un guide d'usage. Donc là, on n'est pas juste sur une simple fiche, on est vraiment sur un guide. Donc, par exemple, vous, en tant qu'hébergement, d'avoir un guide d'usage de l'hébergement avec les différentes infos qu'il faut avoir pour la partie, par exemple, du barbecue ou les informations pratiques sur le départ, par exemple, bah, il faut vider la poubelle, faut, je sais pas, laisser ouvrir les fenêtres pour aérer. Vous pouvez complètement, dans ce guide, avoir une petite checklist, une petite to-do de toutes les choses auxquelles il faut penser quand quelqu'un s'en va de votre hébergement. Vous êtes une attraction, vous avez besoin peut-être de créer un kit de communication pour votre événement annuel. Donc, vous allez mettre dans ce kit plusieurs informations que vous pourrez transmettre à tous les opérateurs autour dans votre région, dans votre territoire. Et c'était une demande qu'on avait déjà eue dans le cadre d'un atelier. C'était un kit de communication pour une marque locale. Je pense que vous vous en rendez compte, mais maintenant, toutes les offices du tourisme ont leur propre marque. On a Visit Wallonia évidemment, mais on a par exemple Explore Meuse, on a Centrissime, Visite Tournée. Enfin voilà, chaque maintenant territoire a sa propre marque et souvent son propre logo avec ses propres couleurs, ses propres slogans. Et donc du coup, le fait de pouvoir créer un kit de communication, ça peut être vraiment utile pour permettre que chaque nouvel opérateur ou opérateur déjà existant sur le territoire utilise bien la marque ou puisse bien l'utiliser dans le cadre de la création de nouvelles fiches, d'un nouveau poste ou autre, quand cette communication intervient aussi dans votre activité à vous, votre planning. Je vous ai remis ici les dates d'ailleurs de ChatGPT 1, ChatGPT 2, donc les ateliers auxquels vous pouvez participer si vous souhaitez aller plus loin et mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui dans le cadre du webinaire. Il y a presque tout qui est plein, mais il reste encore quelques places. Voilà. Je vous montre les prompts sur ces fameux créations de guides d'usage parce que je pense que c'est aussi pas mal intéressant. Je vais vous montrer tout de suite celui du kit de communication pour une marque locale qui ne concerne pas tout le monde mais qui est intéressant dans sa structuration. Donc sur le rôle, tu es chargé de valorisation territoriale pour une destination touristique. Ta tâche est de créer un kit de communication destiné aux partenaires, donc prestataires, artisans, hébergements, pour promouvoir la marque locale. Donc là, vous précisez le nom de la marque. L'objectif est d'assurer une communication cohérente, attractive et partagée autour de cette identité commune, pardon. Le contexte, la marque X valorise X offre ou voilà, vous remettez les valeurs qui ont pu être, on va dire, décidées autour de cette marque. Elle doit décliner de façon homogène, donc les étapes, expliquer la vocation et les valeurs de la marque, proposer des messages types à utiliser, décrire les règles d'usage du logo, couleurs et documents associés. Contrainte, donc avoir un ton fédérateur, clarté de consigne, utilisation pour des professionnels non communicants, parce que des fois, quand vous êtes responsable de gîte, vous faites ça à côté de votre travail et vous n'avez pas fait des études de com, donc c'est pas toujours facile de savoir utiliser des outils de com comme le feraient des professionnels.
Et au niveau du format, évidemment, un kit en format texte avec des blocs distincts. Dans le cadre de la création en général d'une identité de marque avec des logos, etc., souvent les agences de communication qui vous font ce travail-là vous remettent un document. Bah là, typiquement, vous mettez ce texte-là et vous mettez le document qui explique l'utilisation des règles d'usage du logo, donc des documents de charte graphique, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. ChatGPT vous fait vraiment un premier travail assez intéressant. J'avais fait ce travail-là, du coup, il me semble, avec Visit Wapi, du coup, et ça a été, ça a été intéressant. Astuce numéro 7, c'est créer des quiz un peu fun fact sur votre établissement ou votre structure au global. Donc, par exemple, un quiz fun fact sur votre établissement avec un questionnaire de satisfaction. Typiquement, vous avez refait vous avez acheté je sais pas, une grange et vous l'avez refait pour en faire justement des chambres d'hôtes. Sachez que dans ce cadre-là, si vous avez des petites, on va dire, pas des astuces, mais des petites histoires à raconter autour de votre hébergement, vous pouvez très bien créer un formulaire avec justement des petites questions-réponses sur des petites anecdotes du lieu. Et en fait, voilà, le touriste peut y répondre et peut en apprendre plus sur votre lieu. Pour une attraction, évidemment, créer un quiz pour accompagner une visite, ça peut être hyper intéressant aussi pour des enfants, en tant que parents, de justement faire une visite dans un musée et que au fur et à mesure, l'enfant ait à répondre à des questions. Je pense que vous avez déjà vu ça, à mon avis, dans certains musées où on vous remet souvent un document imprimé où l'enfant doit chercher telle information sur tel tableau ou sur telle sculpture. Et le troisième exemple, donc, c'est les organismes touristiques. Le fait de créer un quiz pour accompagner un parcours de visite du centre-ville. Donc là, au lieu de le faire juste sur un musée, de le faire à grandeur nature pour le centre-ville. Et en général, vu que vous avez souvent une très bonne connaissance pour les organismes touristiques de vos territoires, c'est assez simple de le créer. Là, vraiment, ChatGPT, vous avez l'information, mais ChatGPT va vraiment vous aider à répondre, à rédiger, on va dire, les questions et les réponses le plus sympa possible et le plus clair possible. Au niveau des astuces, tout à l'heure, je vous parlais que, par exemple, dans le cadre d'un quiz Fun Fact pour un établissement, vous pourrez aussi y ajouter à la fin une ou deux questions qui concernent un questionnaire de satisfaction, voire même la possibilité de s'abonner ensuite à la newsletter. Donc, le client répond à quelques questions, découvre un peu plus de l'histoire de votre lieu. Il a une ou deux questions de satisfaction et s'il souhaite, il peut mettre son email pour être abonné à la newsletter du lieu. Ça peut être le cas pour un musée, une attraction, un hébergement si vous avez une newsletter ou alors une office du tourisme. Dans ce cadre-là, si vous demandez des informations personnelles dans le cadre du newsletter, vous devez répondre et évidemment suivre certaines règles de RGPD. Donc, évidemment, il faut toujours recevoir le consentement explicite du client. Donc, si vous demandez, par exemple, l'email du client, n'hésitez pas à créer ensuite une question supplémentaire où la personne doit cocher suite à un petit texte, on va dire, légal. Je vous ai mis l'exemple des textes légaux. J'accepte de recevoir des informations promotionnelles, et des actualités de nom de la structure par email. Je peux me désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien des inscriptions dans chaque email ou en envoyant un message et vous mettez votre email pour pouvoir désinscrire la personne si elle le demande. Donc, grosso modo, si vous avez une newsletter et que vous souhaitez avoir l'email de quelqu'un, toujours avoir une phrase avec donc cette petite phrase que je vous ai mise et avoir une petite case à cocher pour qu'il y ait vraiment en fait ce consentement explicite avec le fait que la personne ait cliqué sur la case. Il faut toujours conserver une preuve de consentement. Alors, à savoir que quand vous le faites dans le cadre
d'un questionnaire de satisfaction ou un Google Form ou autre, par défaut, en fait, vous pouvez exporter les réponses et vous avez toujours la date et l'heure à laquelle la personne a répondu au questionnaire. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir cette preuve de consentement. Donc là, il n'y a pas plus à faire. Et par ailleurs, vous devez toujours garder contact 3 ans. À la suite de ça, vous êtes censé ne plus l'utiliser. Donc, quand vous avez l'accord de quelqu'un, c'est pour 3 ans. Donc après, c'est à vous aussi de suivre, on va dire, les personnes qui se sont abonnées à votre newsletter pour que, au bout de 3 ans, euh, elles, sachez que vous avez, logiquement, vous n'avez plus le droit de réutiliser ces informations, sauf, bah, bien sûr, avis contraire. Et de manière générale, vous avez aussi, sachez-le, parce que vous pouvez utiliser un email, mais quand vous utilisez en général des outils de newsletter qui existent de nos jours, vous avez toujours une option de désinscription facile qui vous permet juste de recevoir, vous, un mail. Et souvent, la désinscription se fait même automatiquement dans votre liste de diffusion. Voilà. Donc, respectez bien ces bonnes pratiques, vraiment. Toujours avoir au moins une case à cocher et la petite phrase, c'est vraiment, ça vous permet d'être carré sur ces infos-là. On parlait là du coup voilà, de newsletter, de questionnaire de satisfaction. Sachez que vous pouvez donner un questionnaire de satisfaction donc avec les réponses que vous avez reçues à ChatGPT et l'accompagner d'un prompt pour justement analyser ce questionnaire de satisfaction. Donc ça peut être à la suite d'une réservation pour un hébergement, d'une visite pour une attraction ou à la suite d'un séjour dans la région. Point hyper important toujours sur aussi de la RGPD, mais aussi de la confidentialité. Tout à l'heure, je vous disais que les IA actuelles ne respectent pas les informations, ne respectent pas la RGPD, et donc du coup qu'il y a vraiment des petites choses à mettre en place, des petites astuces à connaître pour être sûr que on ne divulgue pas d'informations qui ne doit pas être divulguée. Donc évidemment, pas de coordonnées. Quand vous allez avoir souvent un questionnaire de satisfaction, des fois vous demandez le nom, le prénom, à moins que vous souhaitez l'anonymiser. Toujours retirer du coup ces colonnes-là de coordonnées non complets. Vous pouvez mettre juste le prénom. Bien sûr, ne jamais mettre aussi de documents confidentiels dans ChatGPT ou une autre IA. Et pas de demande trop spécifique. Alors sachez-le, l'un des usages préférés de l'IA générative, c'est d'utiliser du coup les IA un peu comme nos psys. Voilà, évitez parce que on ne sait pas ce que cette information peut être utilisée demain. Enfin, si par exemple vous posez des questions trop confidentielles à ChatGPT sur votre vie personnelle ou autre, vous n'êtes pas à l'abri que demain, ces informations constituent des éléments complémentaires d'une personne et puissent être revendus. On n'a pas du tout les tenants et les aboutissants de comment les IA peuvent, enfin les détenteurs de ces outils d'IA peuvent ensuite utiliser nos données. Donc toujours rester très factuel sur les informations que vous donnez, pas de coordonnées. Et pareil, faites attention, des fois on utilise ChatGPT ou les autres IA pour comment je puis dire, répondre à des emails. Pareil, n'oubliez pas de retirer toutes les informations confidentielles de ces emails s'il y a des coordonnées ou des noms. Mettez que les prénoms à la limite. Mais voilà, toujours rester voilà, de faire attention à ce que vous mettez. C'est très facile de tomber dans le fait que c'est votre assistant et que ça devient un peu votre meilleur ami. Donc, je fais un point là-dessus. Je vous donne un exemple du coup de prompt pour analyser un questionnaire après une visite. Donc par exemple, vous avez fait en sorte que dans votre attraction, votre musée, à chaque fois que quelqu'un part, il réponde à un petit questionnaire de satisfaction. Et donc le prompt que vous pourriez utiliser pour accompagner l'Excel que vous aurez pu exporter de votre questionnaire de satisfaction, il pourrait être le suivant. Tu es chargé d'évaluer l'expérience visiteur pour une attraction touristique. Ta tâche est d'analyser les retours d'un questionnaire rempli après la visite de, et vous précisez le nom du site. L'objectif est de mesurer la satisfaction globale, de repérer les forces du parcours et les points améliorés.
le contexte. Le questionnaire contient des questions fermées et ouvertes et a été proposé et donc vous reprécisez le type de public s'il y en a un en particulier. Les étapes. Proposer les moyennes et écarts types des notes données par thème. Résumer les tendances dans les commentaires. Dégager 2 axes d'amélioration et un élément à valoriser davantage. Contraintes, synthèse visuelle et structurée, chiffres arrondis, éviter les données brutes sans analyse. Et format attendu, un format synthétique prêt à être partagé à l'équipe, liste plus recommandations. Et donc là, vous allez avoir voilà ce qu'on demande à une IA. Sachez que je l'ai aussi déjà fait dans le cadre d'analyse Google My Business, de juste prendre en photo le tableau de bord ou alors d'exporter le Excel des données du mois, de le donner à ChatGPT, de lui faire une demande un peu complète sur quels sont mes objectifs du moment. Je vais rallumer la lumière. Et du coup, dans le cadre de ce prompt, j'avais vraiment eu des recommandations et j'avais eu des recommandations très précises sur du référencement organique, c'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas un assez bon ton de rebond, on estime que dans ce cadre-là, vous devriez mieux travailler votre page d'accueil, mieux travailler les premières phrases de votre page d'accueil pour être plus attractif et du coup faire en sorte que les gens restent plus sur votre page, de rajouter des boutons également sur votre page d'accueil pour qu'ils aient plus envie d'aller chercher d'autres informations complémentaires et pour ainsi faire baisser votre taux de rebond. Donc vraiment, il est capable de faire vraiment des recommandations assez précises et c'est assez bluffant. L'astuce du coup 9, c'est de faire un benchmark de la concurrence. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de choses, mais typiquement si vous êtes un hébergement, de regarder du coup les hébergements près de chez vous, quelles offres ils ont, quels sont leurs prix. Une bonne pratique, et là on ne parle même pas d'IA générative, c'est le vendredi soir de vous mettre sur Airbnb, Booking ou Eloa, de regarder du coup les sites de réservation en ligne et de voir autour de vous quels sont les hébergements qui sont encore disponibles à telle date et de comparer par rapport à l'offre qu'ils proposent, les prix qu'ils proposent. Souvent, ça vous permet d'ajuster vos prix ou de pouvoir aussi avoir une meilleure connaissance du niveau plus ou moins élevé d'offres de services qui est proposé par les personnes et les structures autour de chez vous. Donc, c'est vraiment un moyen de regarder la concurrence. Si on revient du coup aux IA et aux benchmarks qu'ils peuvent faire, pareil, dans le cadre d'une attraction, vous pouvez demander du coup les prestations complémentaires proposées par les autres structures francophones. On l'avait fait en exemple lors d'un atelier pour justement un musée, il me semble, ou alors quelque chose autour du bateau, qui voulait voir justement quelles étaient les offres que proposaient d'autres structures francophones, donc à la fois belges, à la fois françaises, ou même au Canada, pour voir comment il fallait se positionner, quelle était eux leur offre phare, etc. Et donc ça, typiquement, ChatGPT peut vous permettre de sortir des infos. Et dernier point, donc au niveau de l'organisme touristique, donc avoir les bonnes pratiques de communication par les autres professionnels du secteur. Donc typiquement, vous êtes une office du tourisme, vous voulez savoir comment communiquent les autres offices autour de vous ou dans des pays francophones. On peut, pays francophones ou même de manière générale, pays du Nord, c'est possible d'avoir un premier point. Toutefois, alors particulièrement pour les benchmarks, faites toujours attention aux ressources qui sont proposées par l'IA, parce qu'il y a certaines sources qui peuvent être erronées. L'IA, en fait, peut mettre un lien par défaut qui n'a rien à voir avec le sujet, donc ça arrive qu'il ait des bugs. En fait, il faut vraiment comprendre que une IA générative, c'est un algorithme qui fait des calculs mathématiques et qui met des mots à la suite des autres qui sont les plus probables. Et donc, par défaut, il va faire des réponses qui sont les plus plausibles, mais pas forcément qui sont les plus correctes. Donc, dans le cadre de rédaction de texte, ça pose pas problème, surtout que vous allez les relire et que vous allez les ajuster.
dans le cadre d'un benchmark, il faut absolument que vous vérifiez toutes les sources, que vous fact-checkez tout ce que vous allez regarder, que vous allez ensuite sur les sites. Quand vous faites du coup un benchmark avec une IA générative, vraiment essayez en fait plutôt d'utiliser l'IA pour plutôt avoir une liste de liens pour visiter les différents sites concurrents ou on va dire de votre écosystème et de vous faire votre propre avis en allant vous-même sur les sites. Il va vous donner des analyses qui des fois sont correctes, mais voilà, il arrive que du coup les liens ne soient pas bons. Donc ce qui est écrit par ChatGPT doit toujours être vérifié avec les liens qu'il propose. Et quand vous êtes sur les liens, de bien vérifier que le site en lui-même est fiable. Donc voilà, il y a vraiment un petit travail à faire quand vous faites des recherches avec ChatGPT, avec Perplexity aussi qui est très fort pour faire de la recherche voilà, de liens, de la recherche documentaire. Mais voilà, vérifiez toujours, toujours, toujours. Dites-vous que c'est juste un moyen de gagner du temps, à pas avoir à retrouver, on va dire, les différents sites des différentes concurrents autour de vous, mais que voilà, vous avez ce gain de temps-là, mais que parce que vous avez gagné du temps, maintenant, gardez-en un petit peu aussi pour fact-checker ce qu'il vous donne. Là, je vous ai mis un exemple aussi donc de benchmark de bonnes pratiques de communication dans le secteur. Donc là, je lui ai dit, tu es consultant en marketing territorial. Ta tâche est d'identifier les bonnes pratiques de communication adoptées par d'autres offices du tourisme ou opérateurs locaux francophones. L'objectif est de s'inspirer des actions efficaces pour dynamiser la stratégie de communication de, et là vous précisez votre structure, le contexte. L'Office du tourisme souhaite avoir ses formats, ton éditorial et ses canaux de communication pour mieux toucher certaines cibles de touristes. Étape, sélectionne 2-3 structures similaires en termes de taille, territoire et cible. Identifie une action ou un format de communication remarquable par structure. Explique pourquoi cette action est efficace ou innovante. Et contrainte, analyse uniquement des publications récentes, donner des exemples concrets avec des liens du coup. Et format attendu, un tableau avec le nom de la structure, les actions repérées et les enseignements clés. Donc là, c'est vraiment pour benchmarker des pratiques de communication, mais ça peut aussi très bien être juste, je veux connaître les établissements qui sont, les restaurants qui sont autour de chez moi, connaître leur type de nourriture et combien ils sont notés sur TripAdvisor. Et de pouvoir voir très rapidement potentiellement comment dire, des restaurants que vous n'aurez pas testés encore autour de chez vous pour pouvoir les recommander après à aux personnes qui passent par vos structures. La dernière astuce est l'une des plus simples à utiliser, c'est le fait de traduire du contenu. Donc, ça peut être des guides d'usage, des sites web multilingues, des parcours de visite. On n'a pas forcément des outils des documents de communication dans toutes les langues. Juste un point assez important, donc l'IA c'est un bon outil de traduction. ChatGPT il y a 6 mois avait fait un test qui est un test un peu scientifique sur de la traduction et qui avait été noté comme la meilleure IA pour traduire du contenu. Par contre, il est toujours préférable de faire appel plutôt à des traducteurs professionnels ou faire relire par quelqu'un de natif de la langue autour de vous. En fait, sur certaines expressions, l'IA va traduire vraiment mot à mot, comme d'ailleurs vous avez déjà pu le constater sur Google Translate ou autre, donc toujours bien vérifier. Et donc là, dans le cadre du prompt, il n'y a pas besoin d'écrire beaucoup de choses, on n'a pas besoin des 7 éléments comme on a pu le voir précédemment. Ça serait vraiment un prompt assez simple. Tu es un traducteur professionnel spécialisé dans le tourisme. Ta tâche est de traduire fidèlement le texte suivant en telle langue, en conservant le ton, l'intention d'origine et les expressions idiomatiques. Donc toujours préciser quand même, vu qu'il n'est pas fort en expression idiomatique, le fait de lui repréciser, il va essayer de logiquement faire plus attention à ça, même si évidemment ça sera jamais aussi bien traduit que par un traducteur professionnel. Et après, vous lui mettez le texte en faisant copier-coller. On a vu du coup les 10 cas d'usage ici qui me semblent être les plus intéressants pour vous, étant donné on va dire la réalité de ce que j'ai pu voir autour de moi en termes de demandes suite aux ateliers. Donc, qui correspondent chacun du coup à
un chaînon. Évidemment, il y a une multitude de cas d'usage. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est essayer de tester certains cas d'usage qu'on a vus là, vous approprier les prompts surtout, et bah voilà, maintenant, essayer de voir d'autres cas d'usage qui pourraient être intéressants dans le cadre de votre structure et de votre activité.